Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Bonjour Alan. Bonjour Martin. Et il va falloir que je refasse vraiment cette intro. Hein. On est de 4 à 3 à 2. Ouais, ça dépend. Là. Mais là, c'est la première fois qu'on fait ça à 2, par exemple. C'est vrai que c'est la première fois, puis vous comprendrez qu'on voulait pas vous laisser avec un vide. Il y a beaucoup de stock qui sort en automne comme ça. Puis Jean-Nic va avoir sûrement plein d'affaires à nous dire parce qu'il est du côté de Walt Disney World. Il est allé voir les parcs d'attractions qui ont fait faillite de Disney pour Star Wars. Là, ça fait que... Oui, mais j'ai hâte de voir parce que sa conjointe a acheté un sabre laser. Et il est magnifique. Oh, j'en doute même pas. Sabre laser de Darth Maul dans Rebels. OK, elle n'a pas été au stand où tu peux construire ton propre salaire. Non, elle a choisi... Écoute, la dernière fois, j'avais vérifié parce que j'avais des gens que je connaissais qui s'en allaient là-bas, puis j'avais l'intention de peut-être faire un petit virement pour qu'ils me rapportent un sabre laser. Puis c'était pas si cher que ça. C'était cher pour les moyens que j'avais à l'époque. OK. Mais c'est pas si pire que ça, pour être bien honnête avec toi. Mais il y a aussi, évidemment, je pense que ce qui est prisé par les gens, c'est les répliques. Parce que, tu sais, au-delà de celui que tu construis pour toi avec tes propres, tes propres goûts, t'as ceux qui sont des répliques des sabres qu'on peut pas retrouver sur le marché. Tu sais, comme celui de Darth Maul dans Rebels, tu verras pas ça chez Toys R Us, là. Ouais, effectivement. Donc, ça te permet d'aller chercher un sabre laser que tu n'aurais pas normalement. Puis je trouve que c'est quand même... Mais il est beau. Il est très beau. Fait que j'ai hâte d'avoir ses impressions sur le parc, sur Star Wars et autres. Fait qu'en attendant, on s'est dit, on va faire ça à 2. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis juste un peu avant l'Halloween, dépendamment de quand vous nous écoutez. Peut-être que c'est même le soir de l'Halloween. Alors, on vous souhaite bon Halloween. Et si vous écoutez après l'Halloween, joyeux Noël! Parce que ce sera tout de suite après. Cela étant dit, on a un bon listing aujourd'hui, puis on va en profiter pour parler de comics un peu aujourd'hui. En particulier, on va se mettre à jour sur Batman, parce que, là, j'ai toujours de la misère avec son nom, lui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Chip Zdarsky, qui est le nouvel auteur sur Batman, sur le Ongoing, a fait aussi une maxi de 12 numéros qui s'appelle Batman The Night. Donc, on va... The Night comme chevalier, là, pas The Night comme la nuit. Et on va tenter de nous en jaser un peu. Il y a un deuxième volume aussi avec Zdarsky, mais ils sont rendus au deuxième volume en TP, puis un peu plus loin, évidemment, en single. On va vous donner notre appréciation sur cette série-là. On va parler de Transformers, qui a changé de main. Qui est maintenant rendu chez Skybound, chez Image Comics. Donc, puis c'est Daniel Warren Johnson qui est au dessin et à l'écriture. Et si vous suivez ce podcast, vous savez qu'on aime beaucoup Daniel Warren Johnson. Avec raison. Il est magique, ses dessins sont extraordinaires et, sais-tu moi, le sujet lui colle à la peau. Il a comme fait un post-credit, une lettre à la fin qui explique que les Transformers ont comme défini sa jeunesse un peu, puis que quand il s'est lancé dans le dessin, son objectif pour dire qu'il était capable de dessiner, c'est s'il était capable de faire un bon Optimus Prime, puis de rendre son côté humain de son visage, que pourtant... aucune, il est très rectangulaire. Il n'y a pas d'émotion, mais ils ont toujours réussi à y rendre des émotions quand même, Optimus Prime, puis ça a toujours été le défi qui a fait, la journée que je vais être capable de dessiner un Optimus Prime, je vais être un dessinateur. Puis honnêtement, on en a vu de ces dessins, entre autres, dans des séries post-apocalyptiques où on voit cette espèce de scène-là ou d'ambiance-là lui va bien, mais celui des robots des années 80, ça lui va encore presque aussi bien, sinon mieux. On aura l'occasion de vous parler de ce numéro-là. Je veux revenir aussi sur Astérix. Il y a un nouvel album d'Astérix. Oui. C'est important de parler de bande dessinée un peu francophone. Pourquoi pas parler de ce que Fab Caro a fait au texte avec l'Iris Blanc. On parlera aussi de Dessine bandé. Ça, on vous en parle en primeur. Donc, on vous en parle pendant le podcast. Oui. Si vous ne connaissez pas, on va essayer de vous faire découvrir ça. Moi, je ne connaissais pas. C'est toi qui m'as fait découvrir.
les gens de Front Froid nous ont envoyé, de Nouvelle Adresse nous ont envoyé la bande dessinée en exclusivité. J'ai eu l'occasion, moi, de passer au travers. Toi, il y avait déjà pas mal que tu avais déjà lu parce qu'il y a du stock de l'Internet qui se retrouve en papier, c'est ça? Effectivement, puis si on est membre Patreon, ben, on a des cases supplémentaires qui se retrouvent toutes dans la bande dessinée, mais on en jase tantôt. Bon, on en jase tout à l'heure, effectivement. Donc, on commence ça avec Batman et Chip Zdarsky. J'ai le goût de commencer avec le deuxième volume, cette espèce de voyage de Batman à travers le multivers. Juste pour rappeler aux gens, quand Zdarsky a repris le volume de Batman, c'est tout de suite après Tynion. Oui. Bruce Wayne n'a plus d'argent. Effectivement. Il y a eu une grosse guerre à Gotham aussi. Il y a eu des factions rebelles. C'était super cyberpunk comme ambiance. Le Fear State qu'on n'a jamais vraiment compris, qui faisait partie du G5, puis que c'est comme écroulé, c'est comme devenu comme un semi-Elseworld, mais dans la réalité, c'était comme plus clair. Parce que ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont comme essayé de réinventer le pain tranché, là. Ils nous ont envoyé la fin. Ils nous ont montré la fin dans le futur. Puis après ça, dans le titre de Batman, c'était comment il pouvait se rendre là. Effectivement, puis ça n'a eu aucun impact sur aucune série, parce que si on suit, mettons, de Tom Taylor dans Nightwing, si tu sautes le trade de Fear State, il n'y a aucun élément de l'histoire qui a été perdu, parce que c'est considéré presque comme un Elseworld. Exactement. Puis après toute cette histoire-là, ben, c'est Chip Zdarsky qui a repris ça avec une histoire un peu à la Tower of Babel. Effectivement, donc on a le pingouin qui s'arrange pour qu'il meure puis que ça passe sur la faute de Batman. Donc Batman est accusé d'un meurtre. Batman a tué, fait le save, embarque, parce que si Batman traverse la ligne, ben il y a un plan de contingence pour arrêter Batman. Un peu comme dans Tower of Babel, ceux qui n'ont jamais lu ça, ce qui est un classique de la Justice League des années 90, où Batman se fait cambrioler des plans pour faire tomber la Justice League au grand complet, là. Effectivement, parce que c'est le gars qui a un plan, puis c'est à l'époque où on riait toujours du fait qu'il est entouré de Dieu, puis qu'est-ce que pouvait faire un humain normal là-dedans. Et DC avait décidé de montrer qu'est-ce qu'il était capable de faire, donc il y avait un plan pour éliminer chacune des personnes de la Justice League. Puis c'est Ra's al Ghul, hein, puis Talia qui avait pris possession de ces plans-là pour les mettre à exécution. Puis dans le fond, dans Tower of Babel, le méchant, c'est Batman. Effectivement, parce qu'il brise la relation de confiance. Parce qu'aucun des membres de la Justice League aurait pu penser à tuer un de ses amis. Absolument pas. Puis lui, il essaie de faire comprendre à Clark qui c'est toujours un yin et un yang entre Batman et Superman. Puis il essaie de faire comprendre, écoute, si Superman devient vilain, qui va l'arrêter? Qui va t'arrêter? Comment on va stopper ça? Vous avez tous des pouvoirs qui peuvent détruire la planète plusieurs fois. En très peu de temps. En très peu de temps. Alors, dans sa tête à lui, c'était juste normal. Puis l'effet pervers que ça a eu, Tower of Babel, c'est que ça a amené Batman dans cette espèce de tourbillon de psychopathe. Il était devenu il est devenu un personnage ultra désagréable, bête, renfermé sur lui-même, un petit peu paranoïaque. C'était les années plutôt sombres de Batman. Oui, effectivement, mais il fallait aussi sortir peut-être d'un côté qui était plus léger de Batman, parce que c'était supposé d'être quand même quelqu'un qui a des gros troubles psychologiques, qui est hanté par la vengeance, un sentiment de justice. Et si tu le mets dans un univers qui est trop collé sur Superman puis que les deux s'entendent très bien, on voit plus la différence qu'il y a entre les deux. T'sais, ils ont un point commun sur le résultat, mais le chemin pour y arriver est vraiment pas pareil. Tu es en train de me dire que si on fait pas ça, ils vont ressembler tous les deux à Bruce Wayne et Clark Kent dessinés par Jim Lee? Oui. On salue Jean-Nic. Si t'entends ça, ça va le faire rire. Ok, sérieusement, leur déguisement d'Halloween, là, on ne voyait que du feu. Ah, c'est assez incroyable. Mais bref, c'est de là qu'on sort. Donc, Zdarsky reprend le volume. Il y a le meurtre du pingouin. Failsafe rentre en ligne de compte. Et là, ce que j'ai trouvé brillant de la part de Zdarsky, c'est qu'on reprend des éléments de Grant Morrison. Oui, effectivement, parce qu'on se rend compte que le plan de Failsafe qui a été créé, c'est le Batman de Sub-N-R. Zurenhar. Est-ce que le Batman qui est brun, mauve, jaune et noir, là, c'est le Batman à l'état pur. Exactement, c'est Batman sans la conscience, sans la famille. Ouais, sans Bruce Wayne, sans le pourquoi il est là. C'est Batman tel qu'il serait s'il était à 100% Batman. Effectivement, puis ça, c'était à l'époque où il était mort, puis il revenait à la vie. Il s'était créé une double personnalité pour si jamais... dans le fond, c'est une principe de savoir Babel, c'est comment éliminer Batman.
C'est ça. C'est que si Batman déviait de sa route, ben sa personnalité qu'il avait créée prenait le dessus, puis cette personnalité-là arrêtait Batman. C'était comme un Batman par défaut. C'est comme, tu sais, comment est-ce qu'on appelle ça, là, le mode sans échec, là? Oui. C'était carrément ça. Puis c'était brillant parce que c'était en cas où la psychologie de Batman était attaquée, en cas qu'il était en possession, en cas qu'il prenait de la drogue. Puis dans le cas de Grant Morrison, c'est ce qui est arrivé. Là, il l'avait drogué, je pense, ou une affaire de même. Puis c'est là que le Batman de Zen Noir fait son apparition. Puis dans Failsafe, c'est comme coup double. Parce que t'as ce Batman-là, mais t'as aussi une espèce de robot Qui a été créé avec les archives de la Tower of Babel sur comment éliminer la Justice League au grand complet parce qu'il allait être vu comme un ennemi. Et donc, t'as Batman, qu'on avait parlé de ça, qui avait monté un plan pour réussir à l'arrêter, mais la Justice League est tombée au grand complet. Donc, le plan final, Failsafe va gagner, mais en gagnant, il a tué une arme qu'il a envoyée dans une autre dimension. Exact. On pense au départ que l'arme a tué Bruce Wayne et Batman. Puis on se disait, bon, ça y est, ça va refaire encore ce qu'on a déjà vécu dans Batman R.I.P. Là. Oui, sauf qu'en réalité, c'est Bruce Wayne de plutôt décider de plutôt que mourir, de s'envoyer dans un autre univers en espérant réussir à revenir. Et c'est ça qu'on suit dans le 2e volume de Zdarsky et Chris la ride. C'est vraiment une belle ride. Sérieusement, moi, cette ride-là m'a surpris parce que, tu sais, on arrive dans un univers qui ressemble beaucoup au Gotham Killer, peut-être un petit peu plus noir. Mm-hmm. Les personnages principaux sont à peu près tous là. Mais la grosse surprise que tu as fait, presque mon premier numéro, c'est de te rendre compte qu'Alfred Pennyworth est là. Oui, il est vivant. Il est vivant. Et moi, que je lisais ça par mois, c'est là que j'avais eu une crainte. J'ai fait, OK, ils ont tué Alfred, ça fait longtemps, ils s'en ont débarrassé. Et on va suivre le problème de Unmay qui veut pas mourir puis qui revient tout le temps. Genre, et ça m'avait fait peur. Ouais, genre, on va ramener ce Alfred-là de cette dimension-là, on va le ramener, il va vivre dans la nouvelle dimension, puis avec le temps, on va juste effacer, ça sera plus important, puis Alfred est là. Exactement. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Non, parce qu'ils ont été ailleurs. Ouais, effectivement, et ce qu'on suit, c'est un Batman qui se retrouve finalement dans un univers où il n'y a pas de Batman. Non, il n'y a pas de Batman, et c'est un empire criminel qui règne sur la ville. Exactement. Puis avant de commencer à vouloir changer d'univers puis être possible de se sauver, il décide d'aider cet univers-là. Et c'est quand même assez intéressant. Oui, effectivement, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de moyen de revenir, donc il décide de s'impliquer dans cet univers. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on a ramené Tim Drake. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et ça, honnêtement, ça a été quand même quelque chose qui m'a surpris, parce que quand tu lisais mensuel, parce qu'il y a beaucoup de séries chez DC présentement, toutes les séries qui sont rendues à 4,99, c'est parce qu'ils ont un side story à la fin de 5 à 8 pages. OK. Et dans le Batman de Zdarsky, ce qu'on suivait, c'était Tim Drake, qui refusait de croire que Batman était mort parce que lui, il avait détecté avec Sensor qu'il y avait des traces d'un univers parallèle. Donc, lui, il se lance dans une course à travers le multivers pour retrouver Batman, mais c'est les alliés qu'il va chercher qui font pas de sens. Toyman, toute cette gang-là. Oui, Toyman dans son univers de Toyman parfait. C'est assez hallucinant, ça, d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que de tous les personnages de la Bat Family, puis Dieu sait qu'ils en ont créé avec le temps. Là. Je veux dire, la famille de Batman, pour un gars qui se posait tout ça, n'a jamais été aussi grosse. Là. Ouais, ils sont une dizaine. Ah, c'est facile, là. À une époque où, je me rappelle, moi, quand ils ont introduit Cassandra Cain comme la nouvelle Batgirl, il n'y avait pas grand monde dans Bat Family. Là. C'était pas mal Dick Grayson, Jason Todd était mort, t'avais Tim Drake qui était là, puis c'était Barbara Gordon qui était Oracle, puis ça arrêtait pas mal là. Là, il faut que tu ajoutes Duke, Jason Todd, faut que tu ajoutes... t'as Jason, le frère, l'autre fils de Fox. Exact. Jason Fox qui est là aussi. Faut que tu ajoutes aussi, Stephanie. Oui. Qui a déjà été un Robin, qui a été Spider aussi. Faut que tu ajoutes Tim Drake, faut que tu ajoutes Dick, faut que tu ajoutes Damien. Oui, puis t'as Batwoman, ça c'est... Ah oui, t'en as une autre aussi. Fait que tu sais, il y a beaucoup de personnages où tu peux aller piger que Zdarsky a décidé d'y aller avec Tim Drake, qui est un personnage très fin des années 90, là, oui, qu'on avait un peu abandonné puis qu'on savait plus trop quoi faire avec. Parce que le problème qui est arrivé, c'est quand Morrison a décidé d'amener Damien. Ouais, il a pris toute la place. Puis, Oui, parce que c'était foncièrement un personnage plus intéressant.
Par son passé, par ses relations, oui, parce que Tim Drake a toujours été le bon fils. Exact. C'est celui qui a ramené Batman un petit peu sur la voie. C'est que, tu sais, c'est comme dans les fils adoptés, Tim Drake est l'enfant parfait. Puis, rappelle-toi, il avait essayé de l'envoyer sur un Dark Course avec Identity Crisis puis Infinite Crisis où il avait tué les parents de Tim Drake. Il avait fait Bruce Wayne adopter Tim Drake. Il avait essayé de faire un parallèle entre Bruce puis Tim, puis il avait essayé de nous en faire comme son fils. Puis on dirait que Morrison a juste regardé ça et a dit, mais tu sais, rendu là, donnez-y juste un vrai fils. Là. Puis c'est ce qu'il a fait avec Damien. Puis quand Damien est arrivé, moi je me rappelle, c'était dans Son of Batman, on se disait tout, Urk, Batman avec un fils. Urk, est-ce que ça va être mauvais? Et au contraire, c'est fucking awesome. Oui, parce que lui, il a eu un cheminement qui était particulier parce qu'il est parti d'assassin pour adopter la mentalité de Batman. Il est allé retrouver son père quand Talia l'a renvoyé. Puis il a comme désappris ce qu'il avait. Tu sais, il est arrivé formellement entraîné puis prêt, contrairement aux autres Robins que Batman a dû entraîner. Puis lui, son entraînement, c'était l'inverse, c'était de la déprogrammation. C'est ça qui était intéressant dans le personnage de Damien, qui n'avait pas les autres Robins. Mais d'amener Tim Drake, j'ai fait comme, ouais, ok, c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on essaie, on en a fait le leader des Teen Titans, on a essayé de l'envoyer Red Robin à m'amener pour se faire écho à Kingdom Come, on a essayé plein d'affaires avec Tim Drake, on a changé sa sexualité dans l'espoir de faire un personnage inclusif, on savait pas quoi faire de Tim Drake, puis de l'avoir utilisé pour cette série-là comme, c'est le seul qui va aller jusqu'au bout, puis tu sais, il y a une super conversation entre lui et Dick dans ce side story-là, qui est super intéressant sur comment Tim décroche pas puis il perd pas espoir puis c'est lui qui va aller chercher. De toute la Bat Family, c'est lui qui décide d'y aller. Je trouve ça intéressant. Oui, effectivement. C'était super intéressant parce que ça remontait des liens, ça remontait un peu le personnage un petit peu sa select. Et aussi, ça montrait le côté débrouillard que le personnage pouvait avoir. Là. Oui. Qu'on a peut-être perdu avec le temps. Oui. Puis, tu sais, ramener un vrai Robin aussi. Oui, parce qu'on oublie que, tu sais, le partenaire de Batman, c'est Robin. Oui, puis tu sais, quand on parlait de vrai Robin, je parle avec les couleurs, là. Oui, avec le costume tout, là. Le kit est là au complet, Oui, tu sais, parce que Damien, lui, il est dans le gris. Lui, il est plus stealth un peu qu'un Robin normal qui est vert, rouge et jaune. Ah, il en avait fait une espèce de costume un peu ninja aussi, avec sa capuche, puis tout. Puis il avait fait quand même quelque chose de bien, mais effectivement, de revoir le classique Tim Drake, fin des années 90, c'était très, très bien. L'autre partie du deuxième volume, ben là, c'est là que le fun commence, c'est Batman à travers le multivers. Oui, parce que lui, il faut qu'il s'adapte, qu'il essaie de se trouver des alliés là-dedans, donc il essaie d'approcher Selina Kyle. Oui, c'est pas sa Selina Kyle. Oui, effectivement, ça fait qu'elle n'a pas la même moralité, qui est un petit peu ambiguë, mais qui pointe du bon côté, c'est que non, il n'y a pas beaucoup d'aide de ce côté-là. Non, effectivement. Alfred, ben, c'est un bon gars. Mais c'est pas son Alfred, absolument pas. Puis c'est pas quelqu'un que tu vois qui va vouloir le suivre non plus. Non, il est bien où ce qu'il est. Oui. Donc, côté allié, là, dans ses ressources normales, il n'y en a pas. C'est qu'il se tourne vers la rue. Exact. C'est là qu'il trouve c'est un petit gars, hein, c'est ça? Oui, exactement, il trouve un petit gars. Mais tu sais, ça, c'est classique Sherlock Holmes. Si t'es un bon détective, là, en général, tu cours après les orphelins qui courent partout dans la ville parce que les autres, ils entendent tout. Ils ont un réseau. Pas. Ils ont un réseau parce que peu importe ce qu'ils sont, personne ne va les prendre en considération parce que c'est des moins que rien. C'est des voix tout nus, c'est des clodos. Hey, tu vas remplir le blanc que j'ai, mais à quel moment il fait le saut dans les multivers? Ouais, c'est vraiment vers la fin, c'est 15 bas contre le boss, que j'ai perdu son nom, que lui, il ouvre les portails, parce que c'est sa mission, parce que lui, il voulait éliminer toutes les Batman, non, il éliminait toutes ses copies de lui-même pour devenir la alpha. Oui, non, il voulait faire le Joker. Il voulait devenir le Joker. Ah, j'ai lu ça fait longtemps. Moi, moi aussi, je suis en train de... Je réfléchis en même temps que je te parle. C'est que le gars est une version de Jack Napier. Il est une version du Jack Napier, puis il essaye de trouver la version qui va le faire jumper à devenir le Joker. Il essaye de devenir le Joker, puis il est pas capable. Puis là, il passe d'univers en univers pour essayer d'aller voir les Jokers, pour savoir comment ça marche, pour essayer de devenir un Joker. Et c'est comme Batman qui court après à travers le multivers. C'est là qu'il se ramasse dans l'univers de Burton où le Joker est réapparu. Il est redevenu vivant. Oui. Après ça, il jump dans l'univers de Adam West. Ça par exemple, là, l'univers d'Adam West, il n'y a plus ses gadgets qui a été désintégré par Failsafe, il a traversé d'un autre multivers. Et donc, il vole la ceinture d'Adam West. C'est la Bat Utility Belt. Et à un moment donné, il se fait attaquer par un requin géant
qui manque, il a arraché une jambe au grand complet, il fouille dans sa ceinture, puis il prend un Shaq repellent. Le bat spray anti-requin, comme dans le film. Et de répliquer, il fait comme, j'en fais trouver un Batman qui est plus préparé que moi. Mais c'est parce que Adam West le regarde et il dit A Batman shouldn't have a utility belt. Puis il donne sa utility belt, puis astique c'est cap. C'est tellement innocent. Puis il part avec la vieille ceinture des années 60. Honnêtement, c'est un bon flash, là. Ah, sérieusement. Puis en plus, il se jette pas, là. C'est pratiquement le page grand complet, le requin qui veut le manger, puis avec son bat spray, là, c'est... ce joke-là fonctionne. Ah non, c'est du génie. Puis honnêtement, c'est du gros fun, ce que Zdarsky est en train de faire, parce que, tu sais... Oui, on l'a déjà vu là, quand il avait fait The Return of Bruce Wayne, là, mais lui, c'était à travers le temps. Tu sais, t'avais un Bruce Wayne qui était dans les Hommes de Cro-Magnon, puis après ça montait. Qui a inventé le feu, puis qui a inventé l'humanité. Ben, c'est ça. C'était un peu vilain. Là, c'est vraiment plus... Garde, on l'a perdu, puis il revient à travers différents univers pour revenir chez eux. Parce que c'est ça qui est le fun avec Zdarsky, c'est qu'il prend le personnage, il leur même plus à ses sources, puis il utilise pas beaucoup de technologie. Tu sais, dans le premier volume, Batman, il est pogné dans la Watchtower sur la Lune. La tower explose, puis il faut qu'il réussisse à descendre sur Terre. Ah, ça, c'est... Juste avec son costume. Et ça dure environ 5 pages. On vous en avait parlé. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, mais Zdarsky se fait du fun avec ça. Il va chercher les limites du personnage, puis il essaie d'y pousser une coche en haut. Et là tu as du fun parce que tu te dis... Jusqu'où il va aller? Jusqu'où il va aller, mais ça fonctionne, tout ce qu'il fait. Puis même dans le deuxième volume, Batman se fait couper une main, c'est qu'il se ramasse avec une main robotique à la Luke Skywalker. Oui, vraiment. Puis ça, quand je l'ai vu d'ailleurs, j'ai pensé à Jean-Nic, s'il était là, il nous en parlerait, la fois que Kirkman a coupé la main à son personnage Rick. Oui. Puis qu'il l'a regretté pendant des numéros. Sauf que là, il y a une main robotique, puis dans le troisième volume, qui est Gotham Noir, où ce que finalement Batman se bat avec la Bat Family, puis Selina Kyle, il gagne à peu près tous ses combats contre Dick Grayson parce que Dick a un élément qu'il connaît pas. La main robotique, comme à un moment donné, il se bat avec, il reçoit un gaz d'en face qui le knock. Puis il fait comme, d'où est-ce que ça vient, ça? Il n'a jamais eu ça avant. Un peu plus tard, il se bat avec. Il essaie de l'assommer avec ses bâtons. Batman pogne le bâton, le casse en morceaux. Là, Dick, il comprend pas ce qui se passe. C'est que lui, il est déstabilisé. C'est que Batman gagne toujours. Parce que, tu sais, il coupe une main, puis quand ça, on le voit dans le volume, j'ai fait comme, OK, ils vont-tu traîner ça? Ah, il le traîne puis il l'utilise. Ils vont-tu traîner ça? C'est-tu genre l'héritage que Zdarsky va faire au personnage? Ouais, ça se peut, par exemple, mais tu sais, est-ce que le monde va l'utiliser tant que ça par après? Ça reste à savoir, mais pourquoi pas? Ben, j'ai pas trouvé ça bête. Puis en même temps, tu sais, quand ça fait... Ça va bientôt faire 100 ans, là. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que t'as pas fait faire au personnage? Non, pas grand-chose. Gordon a déjà porté la batte armor, ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il vient un bout où, tu sais, si tu veux laisser ta marque sur le personnage, si tu veux essayer de changer un peu la patente, puis de bouger les choses, ben, il te reste des affaires comme ça. C'est pas mal tout ce qui te reste. Ouais, tu sais, puis en plus, ça donne un petit côté plus méta au personnage qui peut l'aider à sortir de certaines situations, là. Donc, pourquoi pas, tu sais, le petit edge, des fois, qui pourrait manquer, là. Une force surhumaine pour juste une main, c'est pas quelque chose de majeur, mais ça peut l'aider. Puis je trouve ça quand même moins pire que toute l'espèce de technologie qu'on lui a fait utiliser à travers le temps. Tu sais, je parle souvent de ce qui s'est passé dans... Écoute, là, je me souviens plus des termes, là. C'était avec Tynion ou avec avant... où il y avait des guerres dans Gotham, puis ça avait juste plus de bon sens. Là, je veux dire, les technologies que Batman... C'est pas pour rien qu'ils ont fait perdre sa fortune. C'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que, regarde, où est passé le bon vieux grappling hook, là? T'sais, les Batmobiles avaient juste plus de bon sens à la fin. Là. C'est drôle parce que c'est le même problème que James Bond a eu après Die Another Day. Ben, oui, là, on va avec voyons, le véhicule invisible. Le véhicule invisible, il est presque capable de flipper comme vous voulez, mais... Ça avait plus de bon sens, là. Ouais, ça marchait plus. Narrativement parlant, ça pouvait pas faire de sens. Effectivement, parce qu'après Timothy Dalton, c'est tombé dans le gadget. Dans le gadget assez solide, parce que les trois films, là, j'ai perdu le nom de l'acteur, pourquoi? Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, plus ça avançait, plus il en profitait. C'est parce que ça, c'est toujours le problème. Quand la technologie, les effets spéciaux te le permettent, tu vires fou. C'est le principe de la nanotechnologie que le monde ne comprenne pas. Si on prend, mettons, c'était Suicide Squad 2.
Le personnage d'Idris Elba avait un petit gun, mais grâce à la nanotechnologie, il peut venir de la grosseur qu'il voulait. Sauf que il faut qu'elle soit stachée quelque part, cette nanotechnologie-là. Ça fait que si son gun finit par peser 30 livres, ça veut dire que ce 30 livres de nanotechnologie-là est toujours collé sur sa peau quelque part. Oui, puis c'est la facilité aussi avec... Tu sais, c'est un peu l'effet... comment est-ce qu'on appelle ça, là? Quand t'as un problème, il est réglé par presque de la magie. Là. Oui. Tu sais, à un moment donné, tu te casses pas la tête. La montre avec un grappling hook, avec un laser, avec une bombe. À m'amener, ça vient que tu fais le tour assez rapidement. Puis c'est ce qu'il avait fait avec Daniel Craig. Il était revenu avec un James Bond qui était terre à terre, puis qui avait juste la base comme gadget. Un Walter Pepe, ça finit là. Exactement. Puis pour Batman, revenons à notre sujet, ben c'est un peu ce que Zdarsky a fait. Puis c'est un peu ce qu'on a tenté de faire avec le personnage, de le ramener avec quelque chose qui est plus... Tu sais, parce que Batman, c'est quoi? C'est son esprit, son corps, la façon dont il gère ses affaires, sa préparation, son anticipation, ses pouvoirs de détective. C'est ça, Batman. Oui, puis en plus, il est en train de travailler sur une déconstruction du personnage pour le remonter, parce que dans le volume 3, qui est Gotham War, dans le fond, Selina Kyle il a eu un plan, c'est que pour régler la criminalité puis les morts qu'il y a à Gotham, elle prend les criminels, les anciens henchmen du Joker, de tout le monde, de Double Face, de Scarecrow, puis elle les entraîne à devenir des voleurs efficaces. Ça fait que le niveau de crime dans la ville baisse un peu, parce qu'ils sont efficaces, puis il n'y a plus personne qui meurt. Donc, elle amène comme un statu quo. C'est que les riches se font voler. C'est le principe du Robin des Bois. C'est que les riches se font voler. Fine. Qu'est-ce que ça change? Ils sont déjà trop riches. Puis les pauvres en profitent, mais il n'y a plus de mort. C'est bon. Et là, t'as un deal qui est fait avec la Bat Family. Puis ben Dick Grayson fait comme... Make sense. Et là, t'as Batman, que lui, qui revient du multivers, qui est encore fourré par son Zenur A, que lui, dans sa tête, ça ne fonctionne pas. Si vous encouragez le crime, vous êtes tous mes ennemis. Non, vous êtes tous des criminels, automatiquement. Et là, c'est Batman versus la Bat Family. Ah, wow! Oh non, ça, j'ai hâte de voir. C'est le volume 3, ça? Oui, puis il fait que... Puis, sauf que le problème, c'est qu'elle suit dans 4 séries en ce moment. Entrée de paperback, c'est plus facile, mais je pense que j'ai manqué une ou deux séries parce que c'est dans Catwoman. Il y a un one-shot. Il y a une série de numéros sur Jason Todd. Ça va suivre dans la série de Joker qui roule présentement, de Man Who Laugh. Donc, ouais. Fait qu'en paperback, ça va être plus facile. Oui, ça va être plus facile. Il faudra peut-être que j'essaie de trouver un ou deux numéros qui vont me manquer. Sauf que qu'est-ce qu'il fait à Jason, là, à un moment donné, ça n'a tellement pas de sens. Oh, dis-moi-en pas plus, je veux lire ça. Ah non, c'est vraiment excellent. Moi, c'est ce que j'aime. C'est déconstruire le personnage, peut peut-être réussir à le remonter. C'est parce que là, ils vont chercher tous les côtés trop poussés sur son excessivité, la Batman. On sent qu'il va peut-être essayer de le casser puis de le ramener ailleurs. Ben, justement, je pense que ça, avec ce que tu me racontes là, ce dont on va parler, ça s'inscrit exactement dans ce que Zdarsky veut faire. Batman The Knight, qui vient d'entrer dans mon palmarès des lectures obligatoires pour les gens qui veulent pas suivre de continuité trop épaisse. Effectivement. Puis dans celui-là, Zdarsky ramène un personnage que j'ai l'impression qu'il va être important peut-être dans son futur. Oui, parce que revenons à la run de Tynion où on introduit un personnage qui s'appelle Ghost. Je ne sais plus c'est quoi ça. Il a fallu que j'aille voir sur Wikipédia parce que moi je lisais pas Batman à l'époque, j'avais aucune idée c'était qui. C'est Ghost quelque chose là, puis ce personnage-là dans le fond se trouve à être un training partner de Bruce Wayne à l'époque où il a fait le tour du monde. C'était deux égaux. Il était bon dans... Tu sais, les deux étaient excellents dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ont fait le tour du monde ensemble, mais ils divergeaient d'opinion sur quoi faire avec ça. Effectivement, puis il y en a un que lui, il a traversé la ligne. Exactement. Lui, il tue. Lui, tuer quelqu'un pour sauver la vie de 100 personnes, l'équation dans sa tête, ça se fait automatiquement. Il n'y a même pas de questionnement à avoir. Si une personne meurt pour en sauver 100, puis c'est un criminel... C'est comme un Batman 2, mais lui, il tue. Puis ce personnage-là était pas arrivé random dans la série de Tynion. Il était intéressant, il avait du potentiel. Puis encore une fois, c'est arrivé à un moment où la Bat Family déborde encore de personnages. Là. Je veux dire, ça n'arrête plus. Quand c'est arrivé, je me disais, encore un. Je veux dire, pauvre Duke, que Batwing qu'on n'utilise plus, ou encore, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnages-là une fois que le hype est passé? Ils ont tellement, tu sais, ils ont inventé, comment est-ce qu'elle s'appelle, là, la punchline, qui est supposée être la nouvelle Harley Quinn. Ils n'ont pas le temps de l'exploiter. Il y a trop de personnages, ils sont pas capables, ils trouvent pas le moyen de. Puis quand tu inventes des personnages de même, tu attends toujours de savoir qui va avoir la bonne idée de le revisiter puis d'y donner un peu de consistance, là, un peu de stock. Oui, effectivement. Puis The Knight sert un petit peu à ça. Ramener ce personnage-là, mais aussi, comme je parlais un petit peu à Martin plus tôt, c'est que Batman, son mythos, ça n'arrête pas de grandir avec les années.
Puis on connaît tout le Year One de Frank Miller. Il y a eu d'autres Year One aussi qui ont sorti à travers le temps. Puis à chaque cycle, le personnage a besoin d'en avoir un nouveau pour remettre des éléments qui ont été ajoutés dans le canon. Ben, le contemporiser aussi. Comment c'est Effectivement. possible dans un monde comme le nôtre qu'un gars fasse ce qu'il fait là? Effectivement, parce que le Year One de Frank Miller, si tu le prends de nos jours, ça veut dire C'est que... très 80, là. Oui, si on fait moins de 10 ans, on se met à peu près en 2015, là, il n'y a rien qui tient la route dans tout ce qui est écrit là-dedans. Là. Absolument rien. Absolument rien. Puis c'est correct parce que, tu sais, ça trace quand même... Tu sais, il y a des grandes lignes qui s'effaceront jamais. C'est-à-dire, les parents à Bruce Wayne se font tuer. Et les personnages qu'il rencontre pour son entraînement. Il part c'est pas clair si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il quitte. Puis si vous avez écouté la trilogie de Christopher Nolan, c'est exactement cette trame-là. Là. Il quitte, il fait le tour du monde, il s'inspire de tous les plus grands spécialistes dans presque toutes les techniques et arts qu'il a besoin, et il revient à Gotham. Puis quand il revient à Gotham, c'est d'abord à la mafia qui s'attaque, parce que c'est la mafia qui est gangrénée, puis c'est par l'absence de mafia que les psychopathes prennent le dessus. C'est toujours ça, là. C'est toujours la même ligne. Puis il y a toujours la même réalisation qui revient, c'est qu'il se rend compte qu'un humain normal qui fait sur du monde ne crée pas la peur. Puis ça fait que peu importe comment ça va puncher, si eux, ils n'ont pas peur, ils vont toujours revenir. Fait que ça y prend un symbole, ça prend quelque chose de plus gros, faut qu'ils utilisent le darkness, puis toujours la même chose. Puis vient l'éternelle question philosophique, bon, qui a créé qui? Est-ce que Batman a créé les méchants ou les méchants ont créé Batman? Puis qui vient en premier? Ah, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est des éléments qui changent jamais. Non. Maintenant, tout le reste peut changer. Et je te le disais pendant qu'on était dans le char tantôt, moi, ça m'a beaucoup fait penser Batman The Night à Superman Birthright au début des années 2000. Parce que Superman, c'est la même chose. On doit aussi toujours revoir ses origines. Puis il y a des choses qui ne bougent pas. Oui, il est atterri au Kansas. Puis tu sais, c'est parce que veut pas, Superman existe depuis très longtemps. Ça fait que les mentalités de redneck du sud américaine ont beaucoup évolué, puis ont changé, puis il faut se mettre un petit peu plus contemporain. Parce que tu sais, même True Justice and the American Way a changé. Ils disent plus American Non, Way. ils disent plus ça. C'est que le personnage est rendu plus universel. Puis tu sais, c'est toujours les mêmes éléments. Il a grandi à Smallville. Il a connu Lana avant de connaître Lois. Lui aussi est parti un peu à travers le monde faire sa job de journaliste. Oui. A une job au Daily Planet, puis il rencontre Lois, puis il devient Superman. Tu sais, ça, ces éléments-là... J'allais dire Bugle, mais non. c'est vrai, il faut que je parle de Spider-Man 2 tantôt, c'est pour ça. Tantôt, oui, c'est ça. Mais bref, The Night, ça m'a beaucoup fait penser à Birthright. C'est un 12 numéros, comme Birthright l'était, et vous verrez pas Batman dans ça. Non, parce que c'est vraiment un jeune homme, tu sais. On va parler d'un gars qui a un petit peu en bas de 20 ans. Oui, un petit peu, oui. Ouais, ça fait qu'il décide de quitter, puis il y a une liste de personnes à aller rencontrer. Ça fait qu'il a fait ses recherches, ça fait que le détective que je perds toujours Henry son nom, Ducard. qui est un méchant trou de cul, ce Qui gars. dans Christopher Nolan, devient Ra's al Ghul. Oui. Mais c'est Henry Ducard. Parce que ça, là, c'était dans les années 70 qui avait établi ça, que Batman avait été entraîné par Henry Ducard. Ouais, un détective français ultra efficace qui utilise beaucoup la déduction, les analyses et tout, puis qui est capable de se mettre dans la peau d'un criminel pour remonter au lieu sauf que il y a un petit côté un petit peu plus trash que sa justice traverse souvent la ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Ducard qui va lui fournir la liste de gens qu'il doit rencontrer pour se perfectionner dans chacune des sphères qu'il veut exploiter. Oui, ça fait qu'il commence par devenir un détective pour trouver les criminels. Après, il enligne sur comment devenir un voleur. Exact. Avec une proto-Selina Kyle. Ah ouais, et je pense qu'elle était en Grande-Bretagne. Ouais, t'es en France aussi, je pense. Mais tu sais, c'est vraiment une cat burglar, tout simplement. Littéralement. Là. Puis elle l'entraîne justement à voler, à sauter tous les systèmes de sécurité possibles et d'augmenter sa sécurité à un niveau qui n'a pas de sens. Ah, c'est fou. Après ça, on l'envoie des arts martiaux. Oui. C'est là qu'il fait la rencontre de Ghost. Effectivement, c'est parce que son entraînement d'art martial ne commence pas tout de suite avec la League of Shadows. Non. Il faut qu'il fasse son entraînement avant d'être embarqué pour... Mais il y a des gens de la League of Shadows qui sont sur place. Effectivement, puis c'est pour ça qu'Henry l'avait envoyé là-bas, justement pour qu'il se fasse spotter, pour qu'il soit recruté, pour qu'il se fasse entraîner. Parce qu'on se rend compte, puis quand tu lis le livre, puis tu connais quand même bien le lore de Batman, le gars qui enseigne les arts martiaux dit « On a un bienfaiseur qui paye pour tout ça. » Puis t'as 5 gros goons. Puis tu te dis, c'est clair que Ra's al Ghul est là-dedans. C'est sûr et certain que c'est lui qui paye pour ça. Puis après ça, bon, on lui fait faire le tour. La magie,
Effectivement, le père de Zatanna. Exactement. Ça, c'est le bout qui, pour moi, a moins bien fonctionné, mais c'est correct. Après ça, un marksman, quelqu'un qui est capable de leur montrer à tirer du gun, tirer de l'arc. Pour la précision. Pour la précision. Et tout au long de ce voyage-là, les divergences entre Ghost et Batman sont de plus en plus apparentes. Effectivement, parce qu'il utilise Ghost pour travailler le psyché de Batman plutôt qu'avoir des monologues ou ce qui passerait à rien qu'à ça lui-même dans sa tête. Là, il y a quelqu'un qui le contre-argumente. Exactement. Puis tu vois que les deux ont le même but, mais ils utilisent des enseignements pas de la même façon. Oui, pas de la même façon. C'est que l'autre, avec le marksmanship, se rend compte qu'avec un sniper, il peut éliminer quelqu'un à distance sans rentrer en conflit avec lui, puis désamorcer une situation de façon très efficace. D'ailleurs, il y a une... En tout cas, je ne le dirai pas parce que je veux que vous lisiez le livre, mais il y a une situation justement avec le marksman qui est très, très, très lourde de sens sur l'avenir de Batman et de Ghost, puis sur la façon dont il voit les choses, puis comment mettre fin à une menace. Et il y a même un geste de Ghost que que le marksman va interpréter comme « OK, toi, t'as pas le cœur à la même place que Bruce Wayne. » Oui. Toi, t'es autre chose. C'est vraiment intéressant. Honnêtement, là, c'est la meilleure BD pas de Batman sur Batman. Moi, j'ai trouvé ça écœurant. Oui, effectivement. Tu sais, du début jusqu'à la fin, là, de la façon que c'est écrit, puis les personnages qui montent sur l'entraînement, c'est vraiment travailler sur chacun des points qui définit Batman. Puis vu que c'est un 12 numéros, il y a vraiment, vraiment le temps de mettre du temps là-dessus, puis de bien l'expliquer. Il n'y a rien qui est rushé. Zdarsky, il a une plume qui est parfaite aussi. Qui est plus terre à terre. Oui, parce que le personnage, je veux pas, s'il est très jeune, il n'y a pas de gadget. Ça fait qu'il y a beaucoup de blessures, il apprend beaucoup d'erreurs. Tu sais, on voit un Batman non parfait qui apprend à devenir parfait. Et c'est très bien écrit. Puis c'est drôle parce que j'essaie de me remémorer s'il y avait déjà eu quelque chose sur le parcours de Batman à travers le monde. Puis j'ai pas souvenir de ça. J'ai pas souvenir d'avoir lu là-dessus. J'ai vu des épisodes, j'ai vu des souvenirs, j'ai vu qu'ils en ont déjà parlé. Mais d'avoir quelque chose d'aussi précis sur son voyage, de ses rencontres, de ce qu'il apprend. Tu sais, je veux dire, dans la BD originale de Batman, c'est 3 cases, ça, là. Oui, puis même sa relation qu'il montre avec Ra's al Ghul. Vraiment. Parce que Ra's al Ghul, qui veut le faire, The Heir of the Dragons, là, qui est supposé prendre la place, la façon qu'il Demon's Heart. Tu sais, la façon qu'il prend en estime, puis qu'il veut l'emmener là. Puis que pour lui, quand Batman, Bruce Wayne décide de partir, c'est un échec. Et c'est bon parce que tout ce qu'ils vivent là-dedans, c'est Tale of the Demon, mais raconté autrement. Parce que dans Tale of the Demon, Batman, quand les premières apparitions de Ra's al Ghul, ça avait été super bien repris ça, dans un Batman Animated Series qui s'appelle justement Tale of the Demon, où ce qui rencontre Ra's al Ghul pour la première fois, qui lui le voit comme un successeur à son empire. Mais à ce moment-là, dans les 2 histoires dont je te parle, Batman est Batman. T'sais, il est plus vieux, puis c'est déjà fait. Puis ça, je pense que c'est ce que Christopher Nolan a contribué. D'amener Ra's al Ghul plus tôt dans le parcours de Batman. À un moment où Batman n'est pas Batman. Effectivement, parce que ça fait du sens qu'il soit entraîné par cette gang-là. Oui, ça fait du sens. Puis dans Batman Begins, c'était super bien fait. Ouais. Puis ils reprennent quasiment... Ils ont quasiment canonisé ce que Batman Begins a fait. Ouais, puis tu parlais de Batman Animated. Moi, ça reste un des épisodes que j'avais beaucoup aimé parce que pour une série animée qui était faite pour les jeunes enfants à cette époque-là, il y avait très bien travaillé le côté là, qui était égalité entre les 2 personnages. Quand les 2 ils ont dit on est des ninjas, on est égal, on se bat sans gadget, sans cachette. Et la première chose que Batman fait, c'est qu'il enlève son corps. C'est Bruce Wayne qui affronte Ra's al Ghul. C'est qu'ils se battent vraiment en égal. C'est pas Batman, c'est Bruce Wayne. Il dévoile son identité puis il hésite même pas. C'est tellement une bonne série, ça. Quand Ubu, qui est l'espèce de henchman de Ra's al Ghul, le bouscule tout le temps. Puis OK, strike one. Il le fait 2 autres fois, puis là, bang, il casse la gueule. Mais vraiment, moi, je vous conseille Batman The Night maintenant. The Night, j'ai toujours ma mauvaise idée de mettre un S, là. Mais il va faire partie de ces lectures pas obligatoires, mais facilitantes pour quelqu'un qui veut juste lire du bon Batman. Effectivement, puis pour le monde qui veut apprendre à connaître un peu le personnage, savoir c'est quoi ses motivations, pourquoi il est comme ça, c'est où ce qui commence, puis où ce qui finit, puis aussi ses limites, où ce qui commence, où ce qui finisse. Tout le thème de Batman et sa personnalité est travaillé au grand complet là-dedans. Ça fait que, tu sais, c'est comme une belle petite encyclopédie
pour cerner le personnage et ça fonctionne très bien. Ça s'appelle Batman The Knight par Chip Zdarsky. Mais on n'a pas parlé du dessin, mais le dessin est très beau, soit dit en passant. Un peu manga. Oui, c'est Carmine Di Giandomenico qui dessinait ça. Je ne pourrais pas dire qu'est-ce qu'il a fait d'autre avant. Mais un petit peu manga, un petit peu... J'aime ça, je trouve ça beau. C'est bien dessiné, c'est pas désagréable à l'œil, ça va bien passer le temps. Ça va traverser le temps, je veux dire. Puis honnêtement, le volume, c'est toi qui me l'a commandé. Là. Sérieux, le volume est beau. Là. Le hardcover, il est vraiment magnifique. Sérieux, il est magnifique là, avec la jaquette, tout. Il est vraiment très, très beau. Donc, disponible. Je sais pas, probablement qu'Urban Comics va en faire une version française. Il est déjà publié. Il est publié? Oui. Sérieux, ça vaut la peine. Si vous le pognez en français, là, allez vous le chercher. C'est vraiment très bon. Parlons de Transformer More Than Me. Plus que ce que rencontrent les yeux. Je suis surpris. Parle-moi d'abord. Aux dernières nouvelles, Transformer ont été chez Dreamwave pendant des années avec Pat Lee. Qui s'est acheté 2 Ferrari, 3 Lamborghini puis 4 Porsche de trop à un moment donné. Oui, puis ça a fait faillite. Oui. Ils en ont perdu les droits. Puis moi, je lisais Transformers à l'époque de Dreamwave avec G1. Puis il avait fait du bon travail, là. Effectivement, Dark Ages et compagnie, la façon qu'il avait emmené les personnages et le numéro 16 qui allait être le retour d'Optimus Prime qui n'a jamais été publié. Malheureusement. Ensuite, de ce que j'ai compris, un peu comme la franchise de Teenage Mutant Ninja Turtle, G.I. Joe, Transformers s'est retrouvé chez IDW. Oui, effectivement, quand Dreamwave avait fermé, IDW à l'époque était en expansion, puis ça allait plutôt bien. C'est payé plusieurs franchises. Donc, tu sais, il y avait Star Trek qui était là. Oui, c'est vrai. Il y avait Turtle, G.I. Joe, il y avait toutes des affaires qui étaient liées un peu avec les années 80 puis les jouets. Là. Effectivement, puis beaucoup de séries télé. Oui, des séries télé. Puis, ils ont fait des magnifiques, super gros volumes de Transformers, soit dit en passant. Et même que pour les Turtle. Oui. Puis, il y avait aussi rebooté Transformers il n'y a pas si longtemps que ça. Juste avant de perdre la franchise, il avait rebooté. Il avait fermé leur univers, puis il avait recommencé, puis ça a fait 1 an et demi, je pense, avant de perdre la série. Et donc là, moi, c'est là que j'ai perdu la trace des Transformers. Et à ma grande surprise, tu m'es arrivé avec ça. Ils sont de retour, mais où, comment et qui? Robert Kirkman, on en a parlé 1 ou 2 fois, là. Je pense qu'il fait... C'est quoi qu'il a fait, lui? Invincible, je pense? Ouais, puis le truc des zombies, là. Walking Dead, ouais, oui, ok, ouais. Ce gars-là, Oblivion Song. Ouais. Ok, ce gars-là. Patrick Vrain, il m'a parlé de Manhattan Project. Oui. Lui, il paraît que c'est vraiment, vraiment bon, là. Bon, ce Robert Kirkman, là. Ouais, c'est que lui, avec Skybound chez Image Comics, qui a été recherché Transformer G.I. Joe. Donc, Transformers se ramasse chez Image. Oui. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, parce que même si on prend le dernier film qui avait sorti, à la fin, il y a comme un hint que les G.I. Joe sont croisés dans le multivers, donc dans cet univers-là. Donc, même chez Skybound, G.I. Joe, Transformer, même univers. C'est que quand il va y avoir des crossovers, ça ne sera pas un Elseworld, c'est le même monde. Et j'ai lu le numéro 1 tout à l'heure, et mon autre grosse surprise, c'est la personne qu'ils ont trouvé pour être sur le titre. Daniel Warren Johnson, à plusieurs conventions par Comic-Con, il faisait souvent des dessins d'Optimus Prime puis de Transformers. Je pense que c'était à peu près comme avec son Star Wars, c'est son truc pour montrer qu'est-ce qu'il veut faire et essayer d'attirer l'attention. Puis avec les succès qu'il y avait eu chez Image des dernières années avec son Murder Falcon, doit Powerbomb dernièrement, que c'est sérieusement... Extremis aussi. Extremis, mais il doit Powerbomb que tu n'as pas encore lu. Non, ça, lui, j'ai pas lu. C'est un summum de bande dessinée, ça. C'est incroyable, quoi. C'est bon. C'est que je pense qu'il était bien établi. Il a fait ses preuves. Son Wonder Woman... Dead Earth. Dead Earth, oui. Ouais. C'était bon, ça. C'était tellement bon. Il a fait ses preuves. Il a été remarqué. Ses dessins des Transformers n'ont pas passé inaperçus. C'est que Robert a été cherché. Et honnêtement, le fit ne pourrait être plus que parfait. Juste le cover avec Optimus Prime, là, il est magnifique. C'est assez pour te dire que tu pars la série puis que tu veux rester accroché. C'est iconique. Le dessin fait très 1980. On n'a pas mis de... On est G1 86. Ah, c'est ça. On n'a pas essayé d'en mettre plein la vue. On n'a pas essayé de le renipper. Même le grain. Puis, tu sais, vous savez, si vous avez déjà vu les dessins de Daniel Warren Johnson, cette espèce de grain post-apocalyptique 1980, série télé, dessin animé sale un peu. Là. Oui, parce que ces lignes sont rough. C'est pas quelque chose qui est neat. Là. Non. Mais là, c'est des Transformers, c'est très angulaire, mais encore une fois, ces lignes, tu le vois,
c'est douette, mais pas trop, gars. Tu checkes sur le cover, rien que les espèces de morfleurs d'Optimus Prime sur ses épaules, il y a un petit côté rough là-dessus, mais il est pareil aux choix qu'on avait dans le temps. Puis ils ont l'air brisés, ils ont l'air usés, ils ont l'air... tu sais, ils ont l'air des années 80, là. Tu sais, tu le regardes, le cover, là, puis il sent top. Oui, c'est presque ça. Ah non, c'est pour vrai, il sent la vieille cravanée, là, pour vrai. Là. Et j'ai eu l'occasion de le lire. Évidemment, là, c'est le premier numéro. Vous comprendrez, c'est quoi? C'est une 30aine de pages, là? Oui, parce à que... peu près. C'est pour faire un petit résumé, dans le fond, on commence un numéro, on se rend compte que Spike est là-dedans, il veut devenir astronaute, son père est genre un mineur, puis lui, il veut pas qu'il parte dans l'espace, parce que, tu sais, dans un flashback, tu vois qu'il y a une fusée qui a éclaté, puis tu te rends compte que c'est peut-être un membre de sa famille, ou peut-être même sa mère qui a pu exploser. Tu sais, Daniel Warren Johnson, un membre de la famille qui meurt. C'est un classique. C'est un classique pas mal. Donc, il part un soir, il veut monter sur une montagne pour aller checker les étoiles avec une de ses amies de filles. Parce que lui, il veut devenir astronaute, puis ça l'intéresse. Puis quand il arrive là-bas, il y a un tremblement de terre, il y a un bout de la montagne qui s'écroule, puis l'arche sort. Puis à l'intérieur, ben, il y a des robots. Qui sont brisés, comme exactement au début de G1 de 86. On se rend compte qu'il y a eu une bataille. Tous les Transformers se sont fait détruire, sont à l'intérieur de l'arche. Et là, tu as Jetfire qui est là, qui reboot Teletran 1, puis qui fait réparer les Transformers, mais de façon aléatoire, parce qu'on se rend compte que Jetfire était parti sur une mission, c'est une centaine d'années, pour trouver des ressources pour sauver Cybertron. Mais pendant la centaine d'années qu'il est parti, la guerre a éclaté. Entre les Autobots et les Decepticons a éclaté. C'est que le premier robot qu'il lève, c'est son ancien commandant, Starscream, qui est rendu le leader des Decepticons. Et ça fait que c'est une très mauvaise idée, parce que Jetfire se fait un peu gauler. Et là, évidemment, bon, les autres se réveillent. Puis là, pourquoi là, lui se sent coupable d'avoir réveillé Starscream en premier? Il comprend pas ce qui se passe. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il y a Bumblebee qui traîne un coup à terre. Première chose que Starscream il fait, c'est qu'il tire une balle dans la tête. J'ai l'impression que Daniel Warren Johnson, il a voulu s'éloigner de la popularité que Bumblebee a eu dans les dernières années dans les films. Il a même eu son propre film à lui. Même dans le dernier film, Bissoir, Bumblebee meurt pendant un bout du film. Okay. Parce qu'on voit qu'il va essayer de le tasser par redonner... le focus au vrai. Là. Au vrai, tu sais, Optimus Prime et compagnie. Donc, ça commence de même. Mais, puis, il n'y a pas de Megatron. Non. Même pas de hint, là. On aurait pu croire que le premier numéro allait se terminer avec un... Moi, je m'attendais à ça, là, à un genre de... Oh, c'est Megatron. Oh, non. Puis, tu sais, il veut commencer ça léger. Ça fait qu'au côté Autobots, t'as Ratchet et Optimus Prime qui se font réveiller. Puis Teletron, en remontant des robots aléatoirement, mais il lève plus de Decepticons que d'Autobots. Ça fait qu'Optimus Prime fait comme... On met tout le monde dans mon trailer. On s'en va. Puis on s'en va. Puis avant de sauver, il gonne Teletran pour qu'il arrête de lever des robots. C'est que du côté des Decepticons, on a Starscream, Skywarp puis Sunwave. Oui. Donc, ils sont déjà en avantage, surtout Sunwave avec Ravage et compagnie. Donc, Ah non, c'est tellement bien fait. Puis c'est bien dessiné, c'est le fun, ça se lit bien. Tu sais, je passe au travers d'une trentaine de pages en quoi, 2, 3, 4, 5 minutes. Oui, c'est assez sûr que tu peux prendre plus ton temps pour regarder le dessin. Là, là, c'est parce que je voulais le lire pour être sûr de comprendre l'histoire, où est-ce qu'on s'en allait. Mais effectivement, ça me prendrait une relecture. Mais la première chose que je t'ai dit quand je l'ai fini, c'est ça va me prendre le trade, ça. Là. Moi, j'espère qu'il va y avoir des versions de luxe avec des pages plus grosses. Oui, parce que. Puis on inverse. Hein. À un moment donné, il y a une page qui est inversée, qui est en format paysage. C'est super bien fait pour qu'on voit, genre, Optimus Prime en van au complet. Puis c'est vraiment bien fait. Là. Tu fais comme, oh ouais, ça, c'est bien pensé pour montrer l'espèce de proportion de... C'est un gros troc. Oui, puis c'est montrer aussi que son amour qu'il a, puis qu'il voulait montrer ses robots, puis c'est ce qu'il dessine. Non, on voit que c'est un projet qui tient à cœur, qui est bien mené jusqu'à date. C'est que le premier numéro, c'est très léger. On sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça, mais on sent que c'est en bonne main. C'est prometteur. Puis tu sais, dans les trades qu'il va falloir que je me pogne, là, ça... Puis ton Wonder Woman de la dernière fois qu'on s'est parlé. Là. J'ai lu le deuxième numéro aujourd'hui. C'est encore aussi bon? Wonder Woman contre l'armée américaine. Là. Wow! Et qui gagne? S'il faudrait pas... Mettons qu'il ne pourra pas envoyer en Israël ce mois-ci. Hey, on parle de bande dessinée québécoise maintenant. Alex Lévesque et Dessine Bandé. Je ne connaissais pas ça. Quand on a annoncé que la BD s'en venait, tu m'as envoyé ça en me disant... Ça nous prend ça, faut qu'on parle de ça. Puis tu m'as dit ça comme si je savais c'était quoi, j'aurais probablement dû. Il m'a dit non, c'est parce que tu m'as dit c'est parce que t'allumes pas. Tu m'as envoyé quelques planches. Il n'y a plus de nouvelles sur Facebook, il reste rien qu'Alex Lévesque à lire là-dessus. Et effectivement, après avoir vu quelques planches, j'ai dit ah oui, je connais ce gars-là, je connais ça, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà lu.
Et là, je me suis mis... merci aux amis de Front Froid. Une nouvelle adresse. Une nouvelle adresse qui nous ont envoyé la copie de Dessin bandé qui sort en début novembre. Hein? Ça doit être dans les alentours du première semaine de novembre. Ouais, c'est le 1er novembre qui sort, c'est cette semaine. Et je regardais, je l'ai lu au complet. Qui risque c'est cave? Moi, le côté qui m'a marqué dans ce dessin-là, c'est parce que ça ressemble beaucoup un petit peu à Cyanide, à Happiness. C'est des bonhommes avec des grosses têtes rondes. C'est pas très, très, très stylisé. C'est très... c'est des dessins d'un enfant de 5 ans à peu près, là. Sauf que, comme Cyanide et Happiness, où ce que ça pogne, c'est dans l'humour qui est très cru, très rude et très amoral. Il y a des fois, c'est juste aussi tout bonnement tellement stupide que tu te dis oh my God! C'est pipi caca, ça n'a aucun sens. C'est ça. tellement cave. Tu sais, je pense à un qui m'a vraiment fait rire. Moi, c'est vraiment celui qui dit quand je vais mourir, je vais donner mon corps à la science. Je trouve que c'est une chose noble à faire. Et là, après ça, tu as une image d'un scientifique avec le corps du défunt et il écrit aujourd'hui, à Génial, on se pose la question qu'arrive-t-il lorsqu'on donne 187 coups de couteau dans le pénis d'un cadavre? Et la dernière case, c'est le gars au paradis qui regarde ça et qui a juste l'air à se dire quoi le style de rapport? Pourquoi j'ai fait ça? C'est tellement innocent. C'est juste des affaires de même. Et j'ai ri, là. Je l'ai prêté à mon collègue qui était à côté de moi. Je salue Dom qui fait l'intro de notre podcast. Écoute, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu rire Dom de bon cœur de même, là. C'était tellement cave. C'est le genre de bande dessinée que vous allez laisser à côté de votre bol de toilette, là, pour vos invités, là. Quand ils vont passer, puis vous les mettrez au défi, là. Hey, lâche ton téléphone si tu vas sur la bol, puis lis 3-4 cases de dessin bandé, tu vas rire. Ah oui, effectivement, parce que c'est du comic strip, ça se lit tout seul, mais les jokes, tu vas voir les relire, l'histoire du gâteau avec du gamer, là. Ah, moi, le gâteau puis le gamer, c'est le dernier que je vous donne, OK? C'est le gars, il va à la pâtisserie et il dit, j'aimerais que ce soit écrit sur le gâteau « Bonne fête, gros gamer ». Et là, après ça, il donne le gâteau à son ami et on voit qu'est-ce qui est écrit sur le gâteau. Puis sur le gâteau, c'est écrit « Bonne fête, gros gay, meurt ». C'est tellement cave. C'est tellement innocent. Écoute, c'est juste des niaiseries de même. Puis ça me fait penser un peu à l'époque où on lisait des safaris, par exemple, où il y avait ce genre de petites bandes dessinées-là. Au début de l'Internet aussi, quand on en voyait passer. Mais honnêtement, c'est très, très, très drôle. Puis quel beau cadeau peut-être aussi à des... Peut-être que vous avez des gens qui lisent pas beaucoup ou qui aiment pas beaucoup la bande dessinée ou qui y pensent juste pas. Ça, c'est honnêtement, c'est un Christy beau cadeau de Noël. Ouais, effectivement, là, si vous voulez faire passer un bon moment à quelqu'un, puis ça, sans compter que ces jokes-là, même sans les petites cases, tu peux les raconter quand même. Exact. Et pour vrai, là, quel beau cadeau de Noël. La personne va vous trouver weird au début quand elle va l'ouvrir, genre pourquoi tu m'offres un livre, là? Surtout qu'il s'appelle Dessin bandé, puis quand tu retournes à l'arrière, il y a comme une constellation d'étoiles qui est en forme de pénis, donc... Tu sais, la personne, elle va dire « OK, pourquoi tu m'as acheté ça? Je suis pas un grand lecteur, c'est quoi? » Mais recevoir un livre, c'est souvent ça, hein? C'est pas la première impression, à moins que tu connaisses déjà l'auteur puis que tu saches un peu c'est quoi. C'est toujours la curiosité que tu essaies d'amener chez la personne, de se dire « OK, il m'a donné un livre, je vais toujours bien l'ouvrir. » Et honnêtement, vous allez faire passer un Christy de bon moment à la personne à qui vous donnez ça, là. Pour vrai, là. Okay, j'en fais une dernière. Ah, vas-y. L'invention de la balayeuse. Un gars qui regarde un balai. Comment je pourrais me rentrer le pénis là-dedans? Calice. Tabarnak. OK, c'est juste pour ça. Oui, ben c'est 3 cases. Tabarnak. Mais c'est juste des affaires de même. Puis des fois, il y a des fins alternatives. Oui, ben effectivement, parce que quand tu suis sur Facebook, il y a certaines BD où il y a une 4e case ou 5e case qui serait un petit peu trop grivoise. Donc, seulement pour les membres Patreon, parce qu'on peut encourager Alex Lévesque sur Patreon. Donc, on est capable de suivre ses évolutions, ses dessins, parce qu'il se lance beaucoup dans l'humour. Il est souvent à Montréal. Et il a fait une couple de trucs avec Julien Bernatchez, si je ne me trompe pas, à Montréal. Donc, mais honnêtement, c'est très, 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 très drôle. Moi, je vous le conseille, puis je vous le dis, là, ça va être votre nouvelle lecture sur le bord du bol. Ah, puis sérieusement, suivez qu'est-ce que Nouvelle Adresse publie. Là. J'ai l'impression qu'on va avoir des belles surprises dans les prochaines années parce que Nouvelle Adresse, c'est eux qui ont publié aussi les pires moments de l'histoire. Oui, c'est vrai, avec Charles Beauchesne. Le 20 novembre, on a Skate Park de Jake Dion. Ah, ça, j'ai hâte d'avoir ça.
Oui. J'ai hâte en tabarouette de lire ça parce qu'il avait abandonné un peu le projet. Hein. Il avait commencé. Ben, c'est une idée qu'il y avait eu longtemps avec un de ses chats. C'est ça. Puis on avait vu quelques esquisses, quelques trucs, mais on n'avait pas réussi à avoir le produit final. Là, parce que bon, Turbo Kid, après ça, Jardin Mécanique, après ça, Alice, Chanson Noire, ça n'a jamais vraiment arrêté pour Jake. Puis là, ils ont eu le temps de finir le projet. Ils le sortent cette année, puis honnêtement, ça a vraiment l'air bien. Là. Oui, je suis vraiment curieux de lire ça. En fait, je suis un peu triste de ne pas pouvoir aller au lancement, en fait. Ouais, mais on va certainement trouver le moyen de parler à Jake. C'est sûr qu'on va trouver le moyen de parler à Jake. Puis tiens, on va terminer notre aventure BD, puis après ça, on parlera de Spider-Man. Oui. C'est le nouveau Astérix qui est sorti cette semaine. Puis je vous en avais déjà parlé de l'autre d'avant qui était le Griffon, si ma mémoire est bonne. Bien sûr que tu avais dit qu'il n'était pas très bon. Là. Astérix et le Griffon. Non, j'avais aimé ça, Astérix et le Griffon. J'avais vraiment aimé ça. Astérix et le Griffon, c'est là-dedans qu'il y avait un soldat romain qui s'appelait Fake News. News, ouais. C'était très très bon, c'était très drôle. Puis ça fait 2-3 ans qu'il m'envoie les derniers albums d'Astérix. Puis pour vrai, l'Iris Blanc, c'est très drôle. C'est cave et c'est très drôle. En gros, c'est qu'il y a un nouveau méchant qui s'appelle Vice et Vertu. Donc c'est ça son nom, Vice et Vertu. Et c'est un coach de vie. C'est un gars aux pensées positives. Donc tout ce qu'il fait, c'est, tu sais là, les hostifies de pensées positives sur Facebook, là. Avec les grandes phrases qui mènent nulle part et qui veulent rien dire. Là. Bon, ben ce gars-là, c'est le champion de ça. Et il convainc César d'aller au village pour convertir les Gaulois à la pensée positive. Puis il réussit. Fait que là, tous les Gaulois deviennent des pacifistes qui ont des pensées positives, mais les Romains aussi. Il y a juste Obélix et Astérix qui n'embarquent pas là-dedans. Et quand ils battent les Romains disent juste des choses positives avant de lui crisser le voler. C'est tellement innocent. Et honnêtement, c'est vraiment, vraiment bon. Les dessins sont superbes, toujours, comme d'habitude. C'est aussi drôle que dit Astérix, est-ce que je peux être poli avec le jeu? Non, écoute, c'est du classique. Puis ils ont même réussi à faire une joke avec les pirates parce que les pirates n'étaient pas là. Puis ils ont réussi à placer une joke avec les pirates et j'étais très satisfait. Très, très, très content que les pirates soient encore dans il est rendu avec du texte, Charles d'Astérix? Beaucoup de textes, pour vrai, là. Vraiment beaucoup, beaucoup de textes. Et ça m'a quand même pris un certain temps. Là, J'ai l'impression de voir du Achille Talon qui tourne les pages. Oui, pour passer au travers, là, ça a quand même pris, ça a pris du temps. Mais honnêtement, c'est un beau moment. L'Iris Blanc, c'est Fab Caro qui est l'auteur du livre, qui est un BDiste français. Puis les dessins sont de Didier Conrad. Et honnêtement, c'est très, très fidèle à l'esprit de Goscinny et Uderzo. C'est un album qui est digne d'Astérix. C'est très drôle. Il y a beaucoup aussi de critiques de notre société d'aujourd'hui aussi, au travers, que j'ai trouvé intéressant. En particulier, le moment où ils veulent faire pogner les nerfs aux Gaulois, fait qu'ils organisent un spectacle du barde que personne n'aime, mais que là, tout le monde excuse. Ah, tous les goûts sont dans la nature. Ah, vous savez, il faut respecter tout le monde. Vive les minorités. Puis là, c'est juste des affaires de même. Puis t'as Obélix Astérix qui arrive sans dire qu'ils font comme hey, c'est mauvais! Cassez-y la gueule! Battez-vous! Puis ils veulent pas se battre. Les Romains veulent pas se battre. Les Romains font juste dire des choses positives et gentilles, malgré le fait qu'ils se font casser la gueule, mais de façon complètement gratuite. Je vais devoir peut-être le lire. Honnêtement, oui. Écoute, ils se mettent à manger juste des sushis. Fait qu'il y a trop de sangliers dans la forêt. Fait que là, Obélix, il trouve ça plate parce qu'il y a trop de sangliers. Ben oui, je suis en train de voir ça. Il écueille comme des champignons. Il écueille comme des champignons parce qu'il y a trop de sangliers. Puis tu sais, les Romains disent tous des phrases du genre mes amis, il est temps de guerroyer. Sachez que notre pire ennemi, c'est nous et non vous. C'est juste des phrases positives de même. Ils se font sacrer des volets, man. C'est tellement drôle. Honnêtement, super bon. Donc, ça vaut la peine. Si vous voulez mettre la main sur le dernier Astérix, là, j'ai trouvé ça quand même super sympathique, super agréable à lire. L'Iris Blanc, donc le nouvel album d'Astérix. J'espère qu'ils vont continuer d'en faire d'autres parce que pour vrai, à chaque fois qu'il en sort un nouveau, c'est comme un petit moment, un petit péché mignon pour moi. Hey, parlons de jeux vidéo, puis après ça, on passe à nos poisons. Oui, Spider-Man 2 de Insomniac qui est paru, là, ça va faire 10 jours sur PlayStation 5. Le jeu est 100% PS5, on peut pas l'avoir sur PS4. OK. Et franchise de Sony, on en profite, puis on va milquer ça au max. Parce que non, mais pas rien que ça, c'est parce que l'ancienne génération tire les jeux de la patte, là, par en arrière, ça va faire 5 ans au-dessus, là. Xbox, présentement, avec leur Xbox Series S, là, qui est aussi puissante que l'ancienne génération, puis qui veulent continuer à sortir des jeux là-dessus parce que c'est comme leur flagship moins cher.
présentement, ils ont des problèmes parce que tous les jeux doivent fonctionner là-dessus, puis ça commence à leur causer des problèmes. Et là, Spider-Man, 100% PS5, Manhattan n'est plus la même. Non. Si tu compares au premier et là, la ville est belle. Il y a du détail. C'est gros. Tu vois, bord à bord des vitres, les pièces qui sont à l'intérieur des buildings. Wow. La vitesse des déplacements, ça n'a aucun sens. Ça a l'air que ça lag pas en tout, hein? Ah non, c'est surprenant. Ça a l'air de virer fou. Je vois le jeu au mode performance, c'est que je faisais du 60 images secondes à 4K. Puis non, c'est assez impressionnant. C'est fluide et soigné en toile d'araignée, c'est spectaculaire. On va le dire comme ça. Mais c'est-tu encore comme... moi, tu m'avais prêté le premier. Puis j'avais pas super trippé parce que j'avais l'impression d'assister à un film sur lequel on me disait sur quel piton appuyer. J'avais pas l'impression que je pouvais rater. Ben, c'est parce que les jeux de Sony, c'est souvent ce que je leur rappelle, les jeux qui appellent Story Driven. Les histoires sont toujours très bonnes, parce que des fois, c'est parce que si tu te concentres juste sur l'histoire, tu ne fais pas ce qui est à côté, le jeu se fait en une dizaine d'heures, puis c'est pas super compliqué, puis il y a même des combats qui sont comme plus axés sur l'histoire, ça fait que tu passes plus de temps à regarder le monde se battre en cinématique que battre l'ennemi pour de vrai. Dis-tu quoi faire, là? Paye sur A ici, paye sur B là, paye sur Y ici, paye sur... Puis tu sais, dans le premier Spider-Man, c'est encore plus évident parce qu'il y a certains ennemis qui avaient des patterns qu'il fallait toujours répéter, puis même à la fin, dans celui-là avec Venom, il y a certains patterns aussi, sauf que oui, c'est encore ça, parce que l'histoire est tellement bonne, mais... je vais comparer ça un petit peu là, pour les côtés qui m'ont fait beaucoup rire parce que c'est un jeu vidéo, donc ils n'ont pas le choix. Donc, l'histoire commence avec Kraven, qui est possiblement en Afrique, puis qu'il se rend compte qu'il n'y a plus de défi, il n'y a plus rien à chasser. OK. Ça fait qu'un de ses henchmen qui fait comme, regarde qu'est-ce qu'il y a sur l'île de Manhattan. Il montre les Sinister Six et compagnie, il fait comme, il y a du beau bétail à chasser là-bas. Ça, Kraven décide d'aller tuer genre Scorpion et compagnie, tous les vilains de Spider-Man. Wow. Sur Manhattan. Ça fait qu'il arrive sournoisement avec la stealth technologie. Il emmène avec lui 65 000 Vitol, 200 000 tanks, 28 000 chiens robots, 75 000 vautours robots et 1,5 million henchmen. Mais personne ne s'en rend compte, ça passe inaperçu. Puis en 3 jours, il se fait 15 km de souterrain, se bâtit 3 maisons, envahit 75 manoirs, mais personne ne s'en rend compte. Ben, t'as peu, là, est-ce qu'il a eu des conseils des gens de Numénor dans la Ring of Power? C'est-tu les mêmes bateaux? C'est les mêmes genres de bateaux? Non, mais tu sais, c'est parce que c'est un jeu, puis il y a ses tanks, puis ses véhicules, puis ses gars partout dans la ville. Mais tu sais, à un moment donné, tu fais comme... Personne n'a vu ça. Tu sais, c'est sûr que la carte côtière, à un moment donné, aurait fait... Un petit check-up à l'improviste ici, là. Il y a quelqu'un qui avait la vague que ça a dû faire, là, qu'elles sont arrivées. Ouais, mais c'est un jeu vidéo. Exactement, puis ça prend des ennemis à botter. Ben oui, m'amener, là. L'autre point, puis que plusieurs personnes ont il y a encore des stealth missions avec MJ, Mary Jane. OK. Elle est capable de passer à travers plus de Hunter ou bien de symbiotes en 3 minutes que Spider-Man puis Miles Morales ensemble. Wow! Et puis elle a rien qu'un taser. Mais c'est MJ. Ah, c'est sérieusement, là, ouais. Strong female character. C'est parce qu'ils ont voulu rendre ça peut-être plus facile un peu que le premier, c'est mission de stealth, mais ça n'a aucun sens. Et si vous allez sur Internet, vous cherchez Mary Jane OP, là, ouais, pour Overpower, puis non, c'est assez spectaculaire. Ah, c'est bon, c'est bon. L'as-tu fini le jeu? Tu passes au travers? J'ai fait mon platinum un matin. Tabarnak, combien d'heures t'as mis? Le jeu, pour aller chercher mon platinum, on va parler à peu près 25 heures. C'est assez rapide. Si tu fais juste l'histoire, là, t'en as pour en 10 et 15 heures. C'est quand même pas si pire. Non, c'est assez rapide. Pour le prix que ça coûte, là? Oui, sauf que c'est le genre de jeu qui a de la rejouabilité. Moi, je l'ai fait genre en normal, mais si tu le fais à hard, ça se peut que tu sacres. Le premier, je l'avais fait à hard, mais vers la fin du jeu, les combats contre Venom, pour moi, j'aurais sacré. Parce que c'est ça qui est le fun avec cette histoire-là. Tu commences avec Kraven, puis tu suis son histoire sur pourquoi il fait ses chasses. Avec les side quests, dans le fond, ce qui te permet, c'est de développer l'histoire du personnage. OK. Un peu plus. Donc, lui, il est-tu pour de vrai, là? Ça fait que, tu sais, Scorpion, il meurt, là. OK, that's it. Il est vraiment mort. Ils font-tu référence au premier ou ben c'est carrément juste une nouvelle histoire? Non, c'est vraiment une suite directe du premier. OK, direct. Direct, puis c'est une suite du DLC plus du jeu Miles Morales qui avait été comme une suite, qui était comme un gros DLC. Donc, tu joues avec les deux Spider-Man. Okay. Que tu interchanges, ce que tu veux, c'est que les deux ont des pouvoirs différents. Okay. Donc, tu suis l'histoire de Kraven, puis en même temps que tu suis l'histoire de Kraven, tu as Harry Osborn qui revient, que lui, on l'avait vu dans une cuve à la fin du premier avec de l'huile noire qui collait sur une vitre. C'est que Harry Osborn a une maladie dégénérative, la même que sa mère, puis il va mourir. Mais ils ont trouvé un remède
qui lui a sauvé la vie, mais à un moment donné, il se découvre qu'il est fort, puis qu'il est capable de tirer des affaires noires de ses bras. Wow! Et là, tranquillement, pas il devient Venom. Puis de la façon qu'il approche, tu sais, on a vu le Venom qui avait un petit look militaire quand c'était. Mais Venom Flash n'était pas Thompson. dans le premier? Non. OK. C'est que, tu sais, il y a un petit peu l'armure à l'allure que Flash Thompson, qui avait le suit, qui est là-dedans. Ça fait qu'il devient comme un allié de Spider-Man pendant un bout de temps. Et à un moment donné, Spider-Man se fait taper par Craven, manque mourir, et le symbiote se transfère. OK. Et c'est là qu'on a le Spider-Man symbiote, puis qu'on suit l'histoire. Mais sauf que les twists qu'ils ont fait dans l'histoire de Spider-Man pour emmener ça, la relation entre le symbiote et Spider-Man, pourquoi qu'il l'haït, sérieusement, là, l'histoire est bonne. Puis Venom, à la fin, il est merveilleux. Puis ce qui est fun avec le symbiote, c'est que Peter Parker, quand il ramasse son suit, au début, il est tout liché, il est beau. Puis plus il avance, puis plus le suit est en crisse. La voix de Peter Parker qui est fâché, change. Ouais, sauf que l'acteur, il l'a pas trop, tu sais. Okay. Finalement, la passe IMO, là, c'était moins pire presque ça. Oh boy! Sauf que le costume change. Tu vois de plus en plus de tentacules qui commencent à sortir de partout, puis le costume bouge en permanence. C'est que plus Peter Parker devient sombre, plus le costume change d'allure, les yeux deviennent plus pointus. Ah, c'est cool. Ils ont plus de tête là-dedans, puis il y a vraiment plus... Mais c'est juste à Parker, Morales l'a pas? Non, Morales n'a pas le suit. OK. Et non, sérieusement, tous les détails sont passés. Quand tu checkes le suit de Venom de proche, tu vois la glu se promener sur le corps. Ah, c'est bien nice. En permanence. Ah, c'est vraiment, vraiment awesome. Et quel jeu incroyable. Vraiment un step up par rapport au premier. Les side quests sont beaucoup plus intéressants et moins chiants à faire que le premier. Puis Manhattan est beaucoup plus grosse. Là. On a inclus des îles de plus, je pense. On a eu des ailes de plus, puis pour voyager entre les villes, il y a des courants d'air. Ça fait qu'il y a ces espèces d'ailes en dessous des bras. Puis comme là, genre l'écureuil volant. Exactement. Puis là, tu peux pogner des courants d'air, puis voyager plus rapidement à travers la ville. Puis c'est vraiment ça doit être pratique, parce qu'à un moment donné, c'est correct de se promener, puis on a tout le trip de se promener dans la ville, mais ça doit être lourd à m'amener. Oui, sauf que aussi ils ont inclus le principe du fast travel. Ça fait que si tu fais assez de side quests dans une zone, tu débloques le fast travel. OK. C'est comme une raison de plus pour faire les side quests aussi. Comme ça, des fois que tu es à le bout de la map, puis il y a une mission qui se débloque de l'autre côté, ça ne tente pas de traverser, tu peux faire un fast travel si tu es assez avancé dans l'histoire. OK. Le gameplay, les combats, c'est très similaire au premier, mais ils ont rajouté beaucoup de gadgets. C'est que j'ai l'impression que si tu fais le jeu à difficile, avec les gadgets et les pouvoirs, il faut que tu fasses des combos puis tu penses à ce que tu fais. OK. Donc disponible depuis déjà quoi, une semaine ou deux? Ouais, depuis 2 semaines. Ouais, nous autres, on a joué à Super Mario Wonder. J'en ai entendu parler aussi. C'est le fun. Il paraît que le dernier stage, c'est pas le fun. Je sais pas, mon gars l'a fini aujourd'hui, faudrait que j'y en parle, mais moi j'ai trippé. Je suis en train de le faire, là. Je joue tranquillement pas vite. Moi, c'est le genre de jeu qui s'adresse à moi. Là. Les jeux de plateau, c'est mon fort. Là. Pour vrai, il est vraiment bien réussi. C'est tellement. Tu sais, il n'y a plus de temps. Ça, c'est quand même. Ça nous a pris du temps avant de se rendre compte que c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus de temps. Et le Mario éléphant, là, c'est super cool, là, honnêtement. Au début, j'ai fait comme c'est trop facile parce que je trouve qu'ils ont tendance à rendre ça quand même assez facile avec le temps, comparé à notre Mario Bros 1, là, qui était quand même tough. Là, c'est un peu plus facile, mais là, gars, tu vois, j'ai avancé, là, puis là, là, je meurs. J'ai un de mes chums qui, lui, il dit que ça fait 2 jours qu'il est sur le dernier stage, puis il joue souvent tout seul, ça fait que puis là, il commence à essayer de jouer en ligne pour avoir du monde qui va pouvoir l'aider. Il va le ressusciter, qui va crever haut, parce qu'il est pas capable de passer au travers. Non, je te dirais qu'effectivement, là, la difficulté augmente en avançant, mais tu sais, moi, c'était la crainte que j'avais au début, j'ai fait comme c'est donc bien facile. Puis un jeu magnifique pour le couch gaming, tu peux jouer à 4 en même temps. Ah, vraiment. Puis juste aussi, le jeu parfait pour j'ai 5 minutes pour jouer, nous. Oui. Puis j'ai pas 1 heure, puis je vais faire un stage ou 2, puis après ça, c'est ça du côté, puis c'est pas grave. Fonctionnalité en ligne, tu as de la bizarre avec un stage. Exactement. Tu payes ça un Python, tu rejoins du monde, ça fait qu'ils peuvent t'aider à passer à travers le stage. Super plaisant. Et moi, je trouve ça juste cool parce qu'ils ont démontré que le jeu de plateau est pas mort. Non, puis il faut pas qu'il meure. Puis non seulement il est pas mort, mais moi, ce que je trouvais plate dans les dernières années, c'est que ça s'était transposé dans les pay-for-play sur les cellulaires. Puis c'était devenu ça, les jeux de plateau. C'était devenu des petits jeux de cellulaire qu'il faut que tu payes tout le temps, là. Puis qu'il faut que tu grossisses, puis tu deviens addictif. Mais sur console, les jeux 16 bits, les side-scrollers sont de plus en plus populaires. Il y en a de plus en plus, sauf qu'il y en a qui mettent des fois des dynamiques puis des combos qu'il faut faire qui sont pas trop faciles. C'est parce qu'ils profitent du fait qu'il y a la technologie puis que le jeu est pas trop demandant
pour ajouter des petits côtés beaucoup plus techniques pour rendre les jeux plus difficiles. Tu sais, je te dirais que le dernier Turtle qui était fait par Montréal, là, c'était tellement le fun, là, Shredder's Revenge, c'était tellement plaisant, puis ça m'a fait renouer avec le plaisir. Il y a un DLC qui est sorti dernièrement, je ne l'ai pas encore fait. Ça a l'air que c'est vraiment cool. Oui, parce que là, on peut jouer avec des nouveaux personnages. Oui. Je pense qu'il y a Alopex qui est embarqué dedans. Oui, il y a Alopex, t'as April, tu l'avais déjà, t'as Casey Jones qui était là, t'as le lapin aussi, là. Oh, Yoshijuro, là. T'en as plusieurs, mais honnêtement, c'est vraiment cool. Bref, j'ai bien aimé ça. Hey, on y va avec les poisons? Oui. Je vais commencer. D'accord. Parce que c'est super simple, parce que c'est mon chroniqueur, puis je l'adore, je l'aime d'amour, puis je pense que si vous aimez tout ce qui est geek, vous devez aussi probablement aimer tout ce qui est paranormal. Puis tout ce qui est un peu fantaisiste. Et je vous dirais que le dernier livre de Christian Page est sorti la semaine dernière, Les grandes fraudes du paranormal. 20 histoires sur lesquelles Christian a enquêté pour nous montrer le visage laid du monde paranormal. C'est-à-dire ces gens qui tentent de nous frauder ou de nous faire croire à toutes sortes de choses. Ce sera pas long. Guess, le Vatican là-dedans. Non! Non, il n'y en a pas. Mais le christianisme n'est pas là-dedans. Le christianisme n'est pas là-dedans, mais il y a plein d'histoires intéressantes. Dans les histoires que Christian vous propose, il y a l'homme congelé du Minnesota qu'on faisait voyager de cirque en cirque. Il y a les ovnis avec Robert Lazare, le gars qui dit qu'il a travaillé sur la zone 51, l'autopsie d'un extraterrestre en 95, toi, tu dois te souvenir de ça? Oui, Zortberg. Les réseaux avaient acheté ça à fort prix pour finalement se rendre compte que c'était une supercherie. Vous avez le chronoviseur, cet appareil qui nous permet de prendre des photos dans le temps. C'est-à-dire que tu peux régler une date puis prendre une photo d'un événement historique. Ça me fait penser à un film mauvais qu'on a vu au début de l'été. Ouais, c'est quoi? C'était... Indiana Jones. Ah oui, c'était évident. Presque ça. Ouais, c'était presque ça. Après ça, bref, on en démontre 20 comme ça de ces grandes fraudes du paranormal. Et je vous dirais la chose suivante, ce qui est le plus fabuleux. Loch Ness est là-dedans aussi. Toute l'histoire de Nessie, super intéressant. Mais je vous dirais que ce qui est le plus particulier, c'est que tu en as une couple d'histoires là-dedans où le fraudeur a levé la main et a dit « Je confesse. Voici comment j'ai fait. » Et malgré tout, le monde continue de croire. Les gens appellent au complot, puis continuent de croire, puis de faire vivre l'histoire. Hey, savais-tu toi que Sir Arthur Conan Doyle s'était fait pogner dans une histoire de paranormal? Moi, je ne savais pas ça. La photo des fillettes qui se faisaient prendre en photo avec des fées. Puis c'est Conan Doyle qui en a fait la promotion de ça. Il croyait dur comme fer que les petites filles étaient capables de faire apparaître sur des photos des choses auxquelles elles pensaient, puis du surnaturel. Le père de Sherlock Holmes, toi, mon homme. C'est hallucinant. Christian raconte cette histoire-là dans le livre, là, puis c'était tombé en bas de ta chaise. Peut-être qu'il était comme Sherlock Holmes, qui utilisait quelques substances aussi. Donc, Je sais pas ce qui était dans sa tête, là, mais je vous le conseille. Donc, Les grandes fraudes du paranormal de Christian Page. Puis pendant que vous êtes là, allez lire ces autres livres. Il y en a 12 au total. Moi, j'ai lu À la recherche des reliques saintes. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Toutes les grandes reliques qui sont liées au christianisme puis au judaïsme, que ce soit l'Arche d'Alliance, la Sainte Lance, les clous, les saints clous. Il y a la couronne d'épines, le linceul de Turin. Bref, on fait le tour des reliques. Et lui que je vais lire quand je pars en vacances la semaine prochaine, puis je l'ai acheté en fin de semaine, c'est Les tueurs de l'occulte. Ces tueurs en série qui avaient comme motivation le paranormal et l'occulte. Moi, je vais le lire cette semaine. Je vous en ferai un résumé, mais honnêtement, là, très, très bon. Puis, si ça vous intéresse, les chroniques de Christian Page, disponibles en podcast aussi. Toujours intéressant, Christian. Moi, je l'ai à mon émission une fois par semaine. Puis, je sais qu'il fait plein de podcasts. Écoute, c'est super facile à trouver. Peut-être même que vous savez déjà puis que vous l'écoutez déjà. Il y a de quoi de rassurant et de plaisant à écouter Christian Page. Donc, c'est mon poison de la semaine. Ah, il n'y a pas trop de parfait, ça. À toi? Moi, j'ai lu beaucoup de trucs dernièrement, mais je vais parler d'un Black Label que j'ai lu. J'ai commencé à lire la semaine dernière. J'avais eu le premier numéro. Toujours bon, un Black Label en passant. Oui, mais tu sais, c'est les gros formats. Oui, là, de fond, chez DC. Prestige, ça s'appelle Superman The Last Day of Lex Luthor. OK. Oui, tu m'en avais parlé. Ça a l'air bon, ça. C'est que l'histoire commence. T'as une petite île qui est bien relaxe. Il y a comme un tsunami qui arrive et il y a une genre de grosse araignée géante qui est vraiment trop grosse pour rien, qui est mauve et verte, qui sort de l'océan avec plein de subtilité, mauve et verte. Là. Et c'est Nicolas Cage qui va sortir de là? Oui, effectivement. Donc, elle arrive sur l'île et elle défonce tout en faisant un tsunami. Et là,
tu te rends compte que quand ça passe sous l'ouvert, c'est que cette île-là est au niveau de la mer ou peut-être juste un petit peu en dessous. C'est que le poids de la bébite, avec le tsunami que ça fait, ça l'a fourré l'île puis est en train de couler. OK. Donc, Superman n'a pas le choix d'arriver et de réussir à régler le problème de l'île qui est en train de couler. Ça fait qu'il fait à peu près tous les 12 travaux qu'il y a eu à la fin de Superman 1 de Richard Donner pour sauver l'île. Incluant le retour dans le temps? Non, mais OK. il se promène en dessous de la Terre en essayant de briser les ondes de choc en faisant des trous. Wow! OK. Ouais. C'est qu'il se fait des tunnels puis il fait des gros trous, des gros ronds pour briser l'onde de choc pour sauver l'île. C'est que c'est du Superman overpower comme il est supposé d'être. Et une fois qu'il réussit à stabiliser l'île, il va péter la grosse araignée, il défonce le cockpit. Vert et mauve. Vert et mauve. Ça fait qu'il fait comme, je savais, c'est toi Lex Luthor qui est là. Et là, Lex Luthor fait comme, ah, salut Superman. Il fait comme, ah, t'as réussi à arrêter mon plan, quel dommage. Et là, les deux commencent à jaser. Et là, Superman est sur le bord de l'arrêter. Il fait comme, ah, il faut que je te dise de quoi, par exemple. Je suis en train de crever. Superman fait comme, comment ça, t'es en train de crever? Il fait comme, ouais, je fais une fixation pas mal sur te tuer, là, puis j'ai fait des tests avec la kryptonite, puis il y en a un qui a chié. Il arrive, j'ai été bombardé de radiation, puis toutes mes cellules sont en train de se désintégrer. Ça fait qu'il se décompose de l'intérieur, puis il arrive, mon intellect, mes scientifiques, mon argent, a rien réussi à faire. Là, Superman fait comme, OK, il fait comme, ouais, il arrive, c'est triste un peu. Mais comme, mais c'est, la kryptonite, ça vient de chez vous, ça? Tu dois connaître ça? Là, Superman fait comme, ouais, il arrive, tu vas m'aider. Et Superman fait comme, ouais, c'est sûr, Lex, pas trop le choix, là, je suis pas pour te laisser mourir. Et au moment qu'il dit ça, tu te rends compte que c'est broadcasté sur la planète Terre au grand complet. Oh, c'est que Lex Luthor, il a essayé de couler l'île pour attirer l'attention de tous les médias, pour que le monde écoute toute la TV à cause de ce qui se passe. Puis une fois que Superman l'a arrêté, il a pris le contrôle des ondes. Et là, il a fait dire à Superman en direct, c'est pas vrai, je vais te laisser mourir, je vais te sauver. le gars qui est en train de tuer l'île au complet. Et là, Superman, il est pogné comme d'un clash, fait comme, ouais, j'ai dit que j'allais te sauver, puis je vais tenir ma promesse, j'ai pas le choix, je suis un gars de même. Puis Lex Luthor, tout simplement, du répond, il fait comme, je le savais que c'est ça qu'elle allait me dire, il arrive, c'est juste que là, je suis content parce que le monde va comprendre pourquoi je suis taillis. Le monde va comprendre pourquoi je taillis. Ouais, parce que, veux pas, il a essayé de tuer l'île au grand complet, puis lui, il dit, je vais te sauver la vie. Oui, le grand paradoxe Superman. Exactement, tu sais, sauver même la pire personne du monde, donc... Oh, wow! Puis il est fini cette série-là? Non, rien qu'un numéro de sortie. Il y a juste un numéro de sortie. Ah, cool. Fait que c'est un 3 numéros? Normalement, 3, c'est du 3 c'est du numéros, 3 ça. 4, Non, je suis très curieux parce que la prémisse me vraiment fait rire. Ben là. oui, c'est drôle. C'est qu'il te lance en pleine face et tout le monde va comprendre pourquoi je suis. C'est qui est là-dessus? J'ai comme oublié. Ok, là. c'est pas important, genre. Ouais. Ok. Non, mais non, sérieux, j'ai l'impression que ça va être du gros fun. Hey, c'est du génie, ça. Bon, un autre. Ça me fait plusieurs paperbacks qu'il faut que je mette en surveillance. Il là. faudrait que je sais que c'est qui l'a écrit. Parce que je suis sûr que c'est un gros auteur. Je suis presque Mais des sûr. fois, Black Label nous permet aussi de découvrir ce genre d'auteur-là où on se dit, hey, tabarouette, je connaissais pas ça. C'est. Ok, cool. Ouais, tu sais, c'est des histoires qui sont intéressants, comme le Superman là, ce que je lis qui est en numéro normal. C'est là. tellement facile. Mais c'est parce que c'est ça. Moi, je trouve que Black Label, ils doivent jamais abandonner ça parce que c'est. Ah, c'est ça qui me La porte semblait. d'entrée. Je savais que c'était des gros noms. C'est Mark Waid puis Brian Ah, ben Hitch. oui, Mark Wade. Puis Brian Hitch en plus. Ouais, c'est ça. Tu te trompes pas, là. On se trompe pas avec ce duo-là. Effectivement. Hey, Alan, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au prochain podcast, on espère retrouver Jean-Nic. Ça devrait. Ça devrait. À la prochaine. Prochaine.